Jean-Luc Dubois avait arpenté les couloirs labyrinthiques du lycée Saint-Germain pendant 47 jours, précisément lorsque Chloé de Valois l'a plaqué contre un casier pour la première fois. Jean-Luc, mince et mesurant 1,70 m, avait des cheveux couleur châtaigne foncé qui semblaient absorber les lumières fluorescentes crues, leur donnant une teinte étrange, presque flamboyante. Son habillement se composait de jeans usés et de t-shirts délavés, vestiges de l'époque où son père était dans l'armée, qui pendait lâchement sur sa silhouette svelte. Ce que Chloé et sa clique ne pouvaient pas discerner, c'étaient les légères brûlures de cordes sur les jointures de Jean-Luc, témoignage d'années passées à escalader des cordes dans la salle de sport improvisée de son père, où les callosités durcies sur ses paumes, dues aux innombrables heures passées à frapper un sac de frappe. La famille Dubois avait déménagé à Saint-Germain après la retraite médicale de son père de l'armée. Le sergent Pierre Dubois travaillait maintenant de nuit à l'usine Renault, ses journées étant largement consacrées au sommeil. La mère de Jean-Luc était décédée dans un accident de voiture lorsque Jean-Luc avait 12 ans, laissant père et fils forger leur chemin en tant que duo inséparable. Pierre avait inculqué à Jean-Luc les principes de l'autodéfense, non pas parce qu'il prévoyait qu'il aurait besoin de se battre, mais parce qu'il ne pourrait pas toujours être là pour le protéger. « Fais profil bas jusqu'à l'obtention de ton bac », lui avait-il conseillé lors de son premier matin à Saint-Germain. « Choisis tes combats avec sagesse. » Mais il semblait que les combats de Jean-Luc le choisissaient. Chloé de Valois régnait sur la classe de première, un règne assuré par la richesse héritée, la malice cultivée et la loyauté inébranlable de deux comparses, Bérénice et Violette. Le père de Chloé possédait une chaîne de concessions automobiles de luxe dans tout le département, offrant à Chloé un véhicule haut de gamme différent chaque semaine et une immunité apparente aux conséquences. Ses cheveux blonds étaient méticuleusement entretenus par des stylistes professionnels et sa garde-robe à elle seule dépassait probablement le salaire mensuel du père de Jean-Luc. Le ciblage a commencé subtilement. Chloé bousculait accidentellement Jean-Luc dans la salle informatique, lui faisant perdre un travail non sauvegardé. Elle murmurait des remarques désobligeantes sur les vêtements de friperie de Jean-Luc lors des discussions de littérature française. Elle orchestrerait des travaux de groupe spécifiquement pour exclure Jean-Luc, puis feindrait l'inquiétude auprès de Madame Martin au sujet du manque d'engagement de Jean-Luc. Il sent l'huile de moteur. Jean-Luc a entendu Chloé confier à Bérénice près de la zone d'études silencieuses de la bibliothèque un mardi d'octobre. Probablement parce que son père est une sorte de mécanicien. Le père de Jean-Luc n'était pas mécanicien. Il avait été instructeur de combat rapproché pour les forces d'élite avant qu'un incident à l'étranger ne lui laisse une perte auditive importante à une oreille et des migraines persistantes. Mais Jean-Luc n'a offert aucune correction. Pierre lui avait appris que parfois, le silence était la réponse la plus puissante. Le harcèlement s'est intensifié en novembre. Chloé a déterré les profils de médias sociaux de Jean-Luc et a commencé à joncher chaque publication de commentaires désobligeants. Qui a laissé entrer le clochard est apparu sous une photo de Jean-Luc au mariage de son cousin. Emmaüs veut récupérer son inventaire, a été placardé sous un selfie que Jean-Luc avait posté pour célébrer sa réussite au tableau d'honneur. Jean-Luc a supprimé les commentaires et a rendu ses comptes privés, mais des captures d'écran ont proliféré dans les discussions de groupe. Des élèves avec lesquels il n'avait jamais interagi ont commencé à ricaner lorsqu'il passait. Quelqu'un a même créé un faux profil en ligne, Saint-Germain Cas Social, qui publiait des mises à jour quotidiennes sur les tenues de Jean-Luc avec des estimations de prix simulées provenant de magasins discount. Le règlement anti-harcèlement de l'école exigeait la documentation de 3 incidents distincts avant que l'administration ne puisse intervenir. Jean-Luc a signalé la cyber-intimidation à son conseiller d'orientation, Madame Martin, qui a promis d'enquêter, mais a expliqué que le harcèlement numérique hors campus tombait dans une zone grise à moins que des menaces directes ne soient impliquées. « Vous ont-ils menacé physiquement ?» a demandé Madame Martin lors de leur réunion de mi-novembre.
Pas explicitement, a concédé Jean-Luc. Alors nous surveillerons la situation et verrons si elle s'aggrave. Elle s'est aggravée. La veille des vacances de Noël, Jean-Luc sortait de l'auditorium, après la répétition du club de théâtre, lorsqu'il a trouvé Chloé, Bérénice et Violette qui l'attendaient dans la cage d'escalier. Les escaliers de l'auditorium étaient en béton ancien, un vestige des années 1960 où les rampes de sécurité étaient plus une idée après coup qu'une exigence. Les élèves utilisaient généralement les escaliers du couloir principal, mais les membres du club de théâtre coupaient souvent par l'auditorium pour rejoindre le parking. « Tiens, tiens !» ronronna Chloé, bloquant le chemin de Jean-Luc. « Si ce n'est pas notre petit cas social. » Jean-Luc a tenté de les contourner, mais Bérénice s'est déplacée pour l'empêcher de passer. La cage d'escalier était étroite, pouvant à peine accueillir 2 personnes confortablement. « Nous devons parler », dit Violette, sa voix manquant de la malice confiante de Chloé. Violette avait toujours été la participante réticente à leur stratagème. « J'essaie de partir », déclara Jean-Luc, gardant sa voix égale, se souvenant des conseils de son père de ne jamais trahir la peur. « Tu essaies de ruiner ma réputation », rétorqua Chloé. « Répandre des mensonges à Madame Martin au sujet du harcèlement. Je n'ai jamais mentionné ton nom. Ne fais pas l'innocent. Tu crois qu'on ne sait pas ce que tu fais? Essayer de nous attirer des ennuis parce que tu ne peux pas supporter un peu de taquinerie? » Jean-Luc sentit son téléphone vibrer dans sa poche. Probablement son père lui envoyant un texto pour lui dire qu'il quittait le travail plus tôt pour venir le chercher. S'il pouvait gagner 10 minutes, il serait là. « Écoute, » dit Jean-Luc, « je ne veux pas d'ennui. Pouvons-nous simplement faire comme si cela ne s'était jamais produit ?»« Trop tard pour ça, » ricana Chloé. Elle s'approcha, forçant Jean-Luc à reculer vers les escaliers. « Tu as déjà fait de ça notre problème. »« Chloé, peut-être devrions-nous, » commença Violette. « Tais-toi, » intervint Bérénice. « Il doit apprendre. » Jean-Luc sentit le bord de la première marche sous son talon. La cage d'escalier plongeait de 17 marches jusqu'au sous-sol, où elle était reliée aux salles de stockage du département de théâtre. Pendant la journée, la zone bourdonnait d'activité, mais après l'école, elle était déserte, à l'exception du concierge occasionnel. « Apprendre quoi ?» demanda Jean-Luc. « Que les actions ont des conséquences, » déclara Chloé. « Tu veux pleurnicher auprès des conseillers au sujet du harcèlement ? Laisse-moi te montrer à quoi ressemble le vrai harcèlement. » Chloé poussa Jean-Luc violemment dans la poitrine avec les 2 mains. Jean-Luc avait été entraîné pour cela. Son père avait passé d'innombrables heures à lui apprendre à tomber, à rouler, à absorber l'impact. Mais les scénarios d'entraînement ne tenaient pas compte des escaliers en béton impitoyables à des angles bizarres, ou de la façon dont un sac à dos rempli de manuels scolaires pouvait déplacer son centre de gravité au moment précis où il ne le fallait pas. Le pied gauche de Jean-Luc glissa de la marche. Il se tordit, tendant la main vers la rampe, mais la vieille rampe en métal était lâche et céda sous sa prise. Il dégringola en arrière, son épaule droite heurtant la 3e marche, sa tête rebondissant sur la 5e. Son bras gauche se coinça sous son poids corporel sur la 7e marche avec un craquement sinistre. Il s'immobilisa au bas de la cage d'escalier, des manuels scolaires éparpillés autour de lui comme des pensées abandonnées. Le silence dura peut-être 3 secondes. « Oh mon Dieu !» murmura Bérénice. « Jean-Luc » appela Violette. « Jean-Luc, ça va ?» Jean-Luc essaya de répondre, mais quand il ouvrit la bouche, seul un halètement rauque s'échappa. Son bras gauche était plié à un angle qu'aucun membre ne devrait assumer. Sa cheville droite palpitait à chaque battement de cœur. Quelque chose de chaud coulait le long de sa nuque. « Nous devons aller chercher de l'aide », insista Violette. « Non !» claqua Chloé. « Nous devons partir. Maintenant. » Il est vraiment blessé. Il est tombé dans les escaliers. Les accidents arrivent. Chloé, son bras, n'est pas notre problème. Il a glissé. Nous n'étions même pas là. Jean-Luc entendit des pas se retirer dans les escaliers. Il essaya de bouger, mais l'effort envoya une douleur brûlante à travers son côté gauche.
Sa vision n'arrêtait pas de se brouiller. Il tâtonna pour trouver son téléphone avec sa main droite, mais il avait glissé sous une pile de papier pendant la chute. Jean-Luc resta allongé sur le béton froid pendant 22 minutes angoissantes avant que M. Lambert, le concierge de nuit, ne le découvre. Le trajet en ambulance fut un flou vertigineux de sirènes et de questions auxquelles Jean-Luc ne pouvait pas répondre de manière cohérente. Son père les rencontra au centre hospitalier universitaire, toujours dans son uniforme de travail, sentant la sciure et l'huile de machine. Quand il vit Jean-Luc sur le brancard, son visage passa par plusieurs émotions brutes avant de se fixer dans le calme contrôlé qu'il avait perfectionné pendant ses missions à l'étranger. L'évaluation des dommages prit 4 heures. Une fracture ouverte de l'avant-bras gauche, une luxation de l'épaule, une commotion cérébrale de grade 2, de graves contusions le long de ses côtes et de son dos, et une fissure capillaire à sa cheville droite. Les médecins dirent qu'il était chanceux que la blessure à la tête ne soit pas plus grave. « Comment est-ce arrivé ?» demanda Pierre pendant les accalmies tranquilles entre les infirmières vérifiant les signes vitaux. Jean-Luc lui raconta les escaliers, la glissade, la rampe qui avait cédé. Il ne mentionna pas Chloé ou la poussée. Pas encore. « L'école a appelé, » dit Pierre. « Ils examinent les protocoles de sécurité pour les cages d'escalier. Apparemment, cette rampe est lâche depuis des mois. » Jean-Luc passa 5 jours à l'hôpital et rentra chez lui le lendemain de Noël, avec son bras gauche enveloppé dans un plâtre du poignet à l'épaule, une botte de marche à son pied droit et des instructions strictes pour éviter toute activité physique pendant au moins 8 semaines. La commotion cérébrale lui laissa des maux de tête qui rendirent la lecture ardue, ce qui signifiait qu'il devrait compter sur des livres audio et une aide à la prise de notes pour suivre ses cours. Pierre prit un congé familial de l'usine Renault pour s'occuper de lui, ce qui signifiait que leurs finances déjà tendues devinrent encore plus serrées. Les factures d'hôpital prendraient des années à rembourser, même avec son assurance militaire couvrant la plupart des coûts. « Nous nous en sortirons », assura-t-il Jean-Luc quand il s'excusa pour les dépenses. « C'est ce que fait la famille. » Pendant sa convalescence, Jean-Luc eut amplement le temps de réfléchir. Il rejoua le moment en haut des escaliers à plusieurs reprises, disséquant les mots de Chloé, le positionnement de Bérénice, la réticence de Violette. Plus il y pensait, plus il se mettait en colère. Pas seulement en colère à cause de la poussée, mais en colère à cause de tout. Les mois de harcèlement, les campagnes sur les médias sociaux, la façon dont Chloé avait calculé chaque mouvement pour rester juste dans les limites de ce que l'école considérait comme actionnable. La façon dont elle s'était éloignée pendant que Jean-Luc gisait brisé au bas des escaliers. Surtout, Jean-Luc était furieux que son père fasse des heures supplémentaires pour payer des factures médicales pour des blessures qui n'étaient pas la faute de son fils. Dans sa 3e semaine de convalescence, Jean-Luc demanda à Pierre de lui apprendre à se battre de la main gauche. « Ton bras est encore en train de guérir », fit remarquer Pierre. « Mon bras droit fonctionne très bien. » « Jean-Luc, je sais que tu es frustré. »« Je ne suis pas frustré, je suis prêt. » Pierre étudia le visage de son fils pendant un long moment. Il avait déjà vu cette expression dans le miroir après des jours particulièrement sombres à l'étranger. C'était le regard de quelqu'un qui avait décidé qu'être une victime n'était plus une option. « D'accord, » dit-il finalement, « mais nous faisons ça correctement. Pas de raccourci, pas de précipitation. Et tu n'utilises rien de tout ça à moins d'y être absolument obligé. Entendu? Je le pense, Jean-Luc. La violence est un dernier recours, pas une première option. Je sais. » Ils commencèrent par le jeu de jambes, car Jean-Luc pouvait pratiquer des schémas de mouvement sans stresser ses os en guérison. Pierre avait transformé leur garage en une salle de sport basique il y a des années, avec des sacs de frappe, des poires de vitesse et des tapis de lutte recouvrant le sol en béton. Pendant la convalescence de Jean-Luc, elle devint leur salle de classe. « Se battre, ce n'est pas être dur », expliqua Pierre lors de leur première leçon. « C'est être intelligent. Tu étudies ton adversaire, tu identifies les faiblesses, tu crées des opportunités. » Jean-Luc apprit à lancer des coups de poing directs avec sa main droite tout en gardant son bras gauche protégé.
Il pratiqua des coups de pied avec sa bonne jambe tout en maintenant l'équilibre malgré la botte de marche. Plus important encore, il apprit à penser tactiquement. 3 adversaires, c'est un défi, lui dit Pierre. Mais 3 adversaires qui ne s'attendent pas à de la résistance, c'est un avantage. Pendant les vacances de Noël, le plâtre de Jean-Luc avait été remplacé par une attelle amovible et la botte de marche avait disparu. Les symptômes de la commotion cérébrale avaient pour la plupart disparu. Physiquement, il guérissait bien. Mentalement, il planifiait. L'enquête de l'école sur son accident avait conclu que la rampe lâche était une défaillance de l'infrastructure, pas un problème de protocole de sécurité. La rampe fut réparée, des panneaux d'avertissement furent affichés concernant le signalement des problèmes de maintenance, et la vie au lycée Saint-Germain reprit son rythme habituel. Sauf que l'habituel de Jean-Luc avait changé. Il retourna à l'école en janvier avec son bras toujours dans une attelle, mais apparaissant autrement rétabli. Chloé et ses amis s'attendaient à ce que Jean-Luc change d'école, ou au moins fasse profil bas. Au lieu de cela, Jean-Luc semblait presque sûr de lui, établissant un contact visuel dans les couloirs et contribuant activement aux discussions en classe. « Regardez qui est de retour !» dit Chloé lors du premier jour de retour de Jean-Luc, le coinçant près de la salle informatique. « Comment va le bras ?»« De plus en plus fort chaque jour, » répondit Jean-Luc. Quelque chose dans son ton fit légèrement reculer Chloé. « Bien, peut-être que la prochaine fois tu feras attention où tu vas. »« Oh, je ferai certainement plus attention à qui est derrière moi dans les escaliers. » Les yeux de Chloé se plissèrent. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Rien. Juste des conseils de sécurité généraux. Pendant 3 semaines, Jean-Luc joua le rôle d'une victime en convalescence. Il assista à des rendez-vous de physiothérapie, utilisa sa blessure comme excuse pour éviter les cours de sport et sembla ne représenter une menace pour personne. Mais il observait, apprenait les schémas, identifiait les opportunités. La routine de Chloé était prévisible. Tous les mardis et jeudis, elle restait après l'école pour les réunions du conseil des élèves dans la salle de conférence près du bureau principal. Les réunions durèrent généralement jusqu'à 16h30, après quoi Chloé s'arrêtait à son casier, puis coupait par la salle informatique pour rejoindre le parking où Bérénice l'attendait dans sa voiture. Violette se comportait différemment depuis la chute de Jean-Luc. Elle évitait le contact visuel dans les couloirs et semblait mal à l'aise pendant les campagnes de harcèlement habituelles de Chloé. Jean-Luc soupçonnait que Violette luttait contre la culpabilité, ce qui signifiait qu'elle pourrait ne pas être pleinement engagée à aider Chloé si des problèmes survenaient. Le dernier jeudi de janvier, Jean-Luc mit son plan à exécution. Il attendit dans la salle informatique jusqu'à 16h25, positionné à un poste de travail près de la sortie arrière. À exactement 16h31, Chloé entra par l'entrée principale de la salle, parlant fort au téléphone de projet de week-end. Elle était seule. Violette avait apparemment manqué la réunion et Bérénice attendait dehors. « Je sais, n'est-ce pas ?» disait Chloé. « Elle pense qu'elle est si intelligente maintenant, mais elle est toujours la même pathétique. » Elle s'arrêta de parler quand elle remarqua Jean-Luc à l'ordinateur. « Je te rappelle, » dit Chloé, mettant fin à l'appel téléphonique. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« J'utilise l'ordinateur, » dit Jean-Luc sans lever les yeux de l'écran. « C'est une salle informatique. Cette salle ferme à 16h30. La porte était déverrouillée. » Chloé s'approcha du poste de travail de Jean-Luc. « Tu n'es pas censé être ici. Toi non plus. Je suis au conseil des élèves. J'ai la permission d'être dans le bâtiment après les heures de cours. » Jean-Luc leva finalement les yeux de l'écran de l'ordinateur. « As-tu la permission de pousser les gens dans les escaliers ?» La question resta en suspens dans l'air entre eux. L'expression de Chloé passa par plusieurs émotions avant de se fixer sur une innocence pratiquée. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » dit Chloé. « Bien sûr que si. » Jean-Luc se leva lentement, favorisant son bras gauche juste assez pour paraître vulnérable. « Toi, Bérénice et Violette, les escaliers de l'auditorium, juste avant les vacances de Noël. Tu es tombé, la rampe était cassée. Après que tu m'aies poussé, prouve-le. » Jean-Luc sourit. Ce n'était pas un sourire particulièrement agréable. « Je n'ai pas à le prouver.
Je dois juste te rendre l'appareil. Chloé recula d'un pas. Tu me menaces? Je déclare une intention. Tu ne peux pas me toucher. Mon père te fera arrêter. Pourquoi? Avoir un accident? Chloé attrapa son téléphone, mais Jean-Luc fut plus rapide. Il attrapa le poignet de Chloé avec sa main droite, sa main forte, et appliqua juste assez de pression pour faire tomber le téléphone de Chloé. « Lâche-moi » exigea Chloé. « Comme tu m'as lâché dans les escaliers ?» Jean-Luc relâcha le poignet de Chloé et recula d'un pas. Chloé se pencha immédiatement pour récupérer son téléphone, ce qui était exactement ce que Jean-Luc avait espéré qu'elle ferait. Au moment où Chloé se redressa, Jean-Luc la frappa. Ce n'était pas un coup sauvage ou un éclat émotionnel. C'était un coup de poing direct du manuel, lancé avec une forme appropriée et un ciblage précis. Le poing de Jean-Luc entra en contact avec le côté gauche de la mâchoire de Chloé, faisant claquer sa tête vers la droite et la faisant tomber à genoux. Chloé regarda Jean-Luc avec choc, une main pressée contre son visage. « Espèce de fou, tu m'as cassé la mâchoire. »« Elle n'est pas cassée, » dit Jean-Luc calmement. « Si elle était cassée, tu ne parlerais pas. » Chloé essaya de se lever, mais Jean-Luc la repoussa, pas doucement, mais pas avec la même violence calculée qu'il venait de démontrer. « Voici ce qui va se passer, » dit Jean-Luc. « Tu vas arrêter. Tout. Les commentaires, les médias sociaux, les campagnes de chuchotement. Tu vas dire à tes amis d'arrêter. Et si je soupçonne même que tu prévois des représailles, je vais expliquer à tout le monde exactement comment je me suis retrouvé au bas de ces escaliers. Personne ne te croira. Peut-être pas, mais ils croiront certainement les images de sécurité. » Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. Quelles images de sécurité? La caméra dans le couloir de l'auditorium. Elle ne couvre pas directement la cage d'escalier, mais elle vous montre toutes les trois me suivant vers les escaliers. Et elle vous montre vous en fuyant après au lieu d'aller chercher de l'aide. C'était un bluff. Jean-Luc avait vérifié. Et la caméra de l'auditorium était cassée depuis des mois. Mais Chloé ne le savait pas. « Tu mens » dit Chloé, mais sa voix manquait de conviction. « Est-ce que je mens ? Tu veux savoir ce qui se passe quand je montre ces images à la police ? Parce que pousser quelqu'un dans les escaliers, ce n'est pas du harcèlement, Chloé. C'est une agression aggravée, puisque j'ai été gravement blessé. » Jean-Luc s'agenouilla à côté de Chloé, gardant sa voix basse et calme. « Mes factures médicales s'élèvent à près de 30 000 €. Mon père a dû prendre un congé sans solde pour s'occuper de moi. Nous pourrions perdre notre maison à cause de ce que tu as fait. Alors crois-moi quand je te dis que mettre fin à ta vie sociale est le moins que je sois prêt à faire pour me venger. Je pourrais te faire renvoyer pour m'avoir frappé. Vas-y, explique au proviseur pourquoi tu étais seul dans une salle informatique avec le garçon que tu harcèles depuis des mois. Explique pourquoi tu n'as pas signalé l'attaque immédiatement. Explique pourquoi tu n'appelles pas la police en ce moment. » Chloé ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois sans parler. « Voici le truc avec les harceleurs, » continua Jean-Luc. « Vous n'êtes dangereux que lorsque les gens pensent que vous êtes intouchable. Mais tout le monde m'a vu me casser le bras en tombant dans les escaliers et tout le monde va te voir te promener avec un visage tuméfié. Ils vont faire le calcul. » Jean-Luc se leva et mit son sac à dos sur son épaule. « Ça se termine maintenant, Chloé. Tout. Ou la prochaine fois, je ne m'arrêterai pas à un seul coup de poing. » Il se dirigea vers la sortie de la salle informatique, puis s'arrêta à la porte. « Oh, et Chloé, si quelque chose arrive à Violette parce qu'elle se sent coupable de ce que tu as fait, je te tiendrai personnellement responsable de ça aussi. » Jean-Luc laissa Chloé assise sur le sol de la salle informatique, une main pressée contre sa mâchoire enflée, regardant son téléphone et essayant de décider si elle devait appeler à l'aide. Le lendemain, Chloé apparut à l'école avec une ecchymose le long de sa mâchoire, qu'elle prétendit provenir de s'être cognée contre une porte. Lorsque ses camarades de classe lui posèrent des questions à ce sujet, elle changea rapidement de sujet. Elle évita le contact visuel avec Jean-Luc dans les couloirs et ne parla pas pendant les cours qu'ils partageaient. Plus important encore, le harcèlement cessa. Plus de commentaires sur les médias sociaux, plus d'insultes chuchotées, plus d'exclusion organisée des projets de groupe.
Bérénice et Violette semblèrent confuses par le désintérêt soudain de Chloé à tourmenter Jean-Luc, mais elles ne demandèrent pas d'explication. Violette approcha en fait Jean-Luc une semaine plus tard, s'arrêtant à son casier entre les cours. « Je voulais m'excuser, » dit Violette doucement, « pour ce qui s'est passé avant les vacances, dans les escaliers. »« Je sais que tu ne voulais pas être là, » répondit Jean-Luc. « Ça ne rend pas ça bien. »« Non, ça ne le fait pas, mais ça le rend pardonnable. » Violette hocha la tête et commença à s'éloigner, puis se retourna. Chloé se comporte bizarrement ces derniers temps, comme si elle avait peur de quelque chose. Peut-être qu'elle a finalement réalisé que les actions ont des conséquences. La nouvelle se répandit rapidement dans l'écosystème social du lycée Saint-Germain que quelque chose avait changé dans la dynamique Jean-Luc-Chloé. Les élèves qui avaient auparavant évité Jean-Luc par peur des représailles de Chloé commencèrent à l'inclure dans les conversations et les activités de groupe. Les notes de Jean-Luc s'améliorèrent car il ne dépensait plus d'énergie mentale dans des stratégies d'évitement du harcèlement. Plus important encore, le père de Jean-Luc put reprendre son horaire de travail régulier, ce qui aida à stabiliser leurs finances. 3 semaines après l'incident de la salle informatique, Jean-Luc fut approché par Madame Martin, sa conseillère d'orientation. « Je voulais prendre de tes nouvelles », dit Madame Martin lors d'une réunion programmée. « Comment t'adaptes-tu depuis ton retour de blessure ?»« Beaucoup mieux, » dit Jean-Luc. « Plus de problèmes de harcèlement. C'est merveilleux à entendre. Une idée de ce qui a changé ?» Jean-Luc considéra attentivement sa réponse. « Je pense que certaines personnes ont réalisé que s'en prendre à quelqu'un avec un bras cassé n'était pas une bonne image. Eh bien, quelle que soit la raison, je suis contente que les choses se soient améliorées. Tu sembles plus confiant ces derniers temps. J'ai beaucoup appris pendant ma convalescence, sur le fait de se défendre. Bien pour toi, l'autodéfense est une compétence importante. » Si Madame Martin soupçonnait qu'il y avait plus à l'histoire, elle ne demanda pas de détails. Le règlement anti-harcèlement exigeait la documentation des incidents, pas des explications sur les raisons pour lesquelles ils cessaient de se produire. Le semestre de printemps se passa sans incident majeur. Chloé trouva de nouvelles façons d'occuper son temps qui n'impliquaient pas de cibler d'autres élèves. Bérénice et Violette dérivèrent vers différents cercles sociaux. Jean-Luc rejoignit l'équipe de débat et découvrit qu'il aimait l'argumentation compétitive lorsqu'elle était contenue dans des règles et des limites établies. Son bras guérit complètement en avril, bien qu'il continuât à s'entraîner avec son père dans leur garage. Pas parce qu'il s'attendait à avoir besoin de ses compétences à nouveau, mais parce qu'il avait appris quelque chose d'important sur la relation entre la capacité physique et la confiance mentale. La violence devrait toujours être un dernier recours, lui rappela Pierre lors d'une de leurs séances d'entraînement. Mais savoir que tu peux te défendre change la façon dont tu marches dans le monde. Je sais, dit Jean-Luc, lançant des combinaisons au sac de frappe avec les 2 mains maintenant pleinement fonctionnelles. Je sais aussi que les harceleurs ne s'attendent généralement pas à ce que leurs victimes ripostent. Vrai. Mais une fois que tu as franchi cette ligne, il n'y a pas de retour en arrière. Les gens sauront toujours que tu es capable de violence. Bien. Pierre étudia le visage de son fils alors qu'il continuait à travailler le sac. Il avait considérablement grandi dans les mois qui avaient suivi l'incident de la cage d'escalier. Le garçon calme et renfermé qui avait essayé de rester invisible avait été remplacé par quelqu'un qui comprenait son propre pouvoir et n'avait pas peur de l'utiliser lorsque cela était nécessaire. « Souviens-toi juste, » dit-il finalement, « les personnes les plus fortes sont celles qui n'ont pas à prouver leur force. Je me souviendrai, promit Jean-Luc, mais je me souviendrai aussi que parfois la force est la seule langue que les harceleurs comprennent. » L'année scolaire se termina sans autre confrontation. Chloé obtint son bac et alla à l'université hors département. Bérénice et Violette s'excusèrent auprès de Jean-Luc pendant sa dernière année. Des excuses sincères qui reconnaissaient le mal qu'elles avaient causé et leur rôle dans l'habilitation du comportement de Chloé. Jean-Luc obtint son bac avec mention et obtint une bourse partielle pour étudier la justice pénale à l'université d'État.
Il prévoyait de devenir défenseur des victimes, aidant d'autres personnes à naviguer dans des systèmes qui n'étaient pas toujours conçus pour protéger les personnes vulnérables. Mais il continua à s'entraîner dans le garage de son père, car certaines leçons étaient trop importantes pour être oubliées. Des années plus tard, quand Jean-Luc pensait au garçon qui avait été poussé dans les escaliers de l'auditorium, il ressentait un mélange de sympathie et de fierté. De la sympathie pour ce que ce garçon avait enduré, et de la fierté pour la façon dont il avait choisi de réagir. Les os brisés avaient guéri, mais la confiance brisée dans la protection institutionnelle avait conduit à quelque chose de plus précieux. La connaissance que parfois la justice exigeait de prendre les choses en main. Jean-Luc ne regretta jamais d'avoir frappé Chloé dans la salle informatique. C'était calculé, proportionnel et efficace. Plus important encore, cela avait mis fin au harcèlement sans dégénérer en quelque chose de pire. Parfois, la meilleure façon d'arrêter un harceleur était de lui faire comprendre que sa victime n'avait plus peur de lui. Et parfois, cette compréhension nécessitait de démontrer que la peur pouvait circuler dans les deux sens. Le poids de la gravité avait tiré Jean-Luc dans ses escaliers et lui avait appris l'impuissance. Mais la gravité avait également alimenté le coup de poing qui avait appris à Chloé les conséquences. Dans les deux cas, ce qui montait finissait par redescendre. La différence était d'apprendre à contrôler la direction de la chute.